Alors, l'intervention d'Yvan s'intitule ce soir « Civilisation et barbarie ». Donc, d'une certaine façon, Yvan va aussi tenter de répondre aux défis que lance l'identification d'un malaise dans la civilisation, sans doute de façon très différente. Donc Yvan Segré, je le rappelle, est un philosophe, il est talmudiste, il est l'auteur de nombreux ouvrages, maintenant 10 exactement, parmi lesquels, donc, je le rappelle, Qu'appelle-t-on penser à Auschwitz et la réaction philosémite, paru simultanément chez Léo Schir, Ligne, en 2009, suivi de L'intellectuel compulsif et des pingouins de l'universel, toujours chez Léo Schir, Ligne, respectivement en 2015 et 2017. On lui doit également Le manteau de Spinoza et Judaïsme et révolution aux éditions La Fabrique en 2014 et 2015, La trique, le pétrole et l'opium aux éditions Libertalia en 2018, suivi de Misère de l'antisionisme aux éditions de l'Éclat, L'Occident, les indigènes et nous en 2020 aux éditions Amsterdam, et enfin, le plus récent, toujours aux éditions Amsterdam, La souveraineté adamique, une mystique révolutionnaire, qui est ton 10e livre, et non des moindres. Je te laisse la parole. Merci Romain. Donc, civilisation et barbarie. Alors, barbarie plutôt que sauvagerie, mais je vais dire quelques mots de la distinction entre sauvage et barbare. Y a-t-il des sauvages ? Donc il se trouve que partout où il y a des hommes, il y a des formations culturelles. Il y a des outillages, il y a des régulations sociales, il y a l'interdit de l'inceste, il y a ce qu'on appelle la culture. Donc les hommes à l'état de nature, ça n'existe pas. Le sauvage va donc être toujours quelque chose, une manière de qualifier un développement culturel, une formation culturelle différente de celle du point de vue d'où on se place. Ce qui est intéressant, malgré tout, sur la notion de sauvage, c'est que, notamment au XVIIIe siècle, la notion de sauvage devient celle de l'enfant sauvage. L'enfant sauvage, c'est cet enfant qui a grandi à l'écart des autres hommes, donc à l'écart de la culture, et qui en ce sens est un phénomène singulier qui va attirer l'attention, sur lequel il va y avoir des études, notamment au XVIIIe siècle, études à partir desquelles on se rend bien compte que partout où il y a des hommes, il y a de la culture, et que l'enfant sauvage, lui, c'est un cas aberrant et c'est une condition aberrante. C'est celle d'un être humain dont les potentialités sont restées en friche, sont restées entravées, n'ont pas pu se développer. En ce sens, sauvage, c'est comme la nature à l'état sauvage, ou on dira un champ laissé en friche, c'est qu'il n'est donc pas mis en culture. Sauvage, ça vient du latin, et donc ça désigne la forêt, notamment on peut penser à la forêt vierge, là où il n'y a ni culture ni chemin. Donc le sens, par extension, de sauvage, ça sera donc une formation culturelle qui laisse en friche les potentialités humaines, ou bien les entrave, ou bien une puissance non régulée qui laisse libre cours à la pulsion. Barbare, étymologiquement et dans son premier usage, dans l'histoire, ça qualifie, du point de vue grec, ceux qui ne parlent pas le grec. L'étymologie de barbare étant, semble-t-il, avérée comme un langage qui ressemble à celui de la nature, à celui des oiseaux, c'est-à-dire un langage inarticulé, un langage humain qui n'est pas humain. Parce qu'à l'oreille du grec, cela sonne comme chaotique. Et puis ensuite, avec Rome, on sait que les barbares, ce sont ceux qui sont à l'extérieur de la frontière qui délimite l'Empire romain et donc la civilisation. Donc en ce sens, barbare va désigner une formation culturelle où les potentialités humaines s'expriment, mais d'une manière inintelligible ou insensée relativement au point de vue de celui qui se prétend civilisé. Or, qu'est-ce que la civilisation ? Donc en première approximation, on pourrait dire que la civilisation, c'est ce qui libère ou développe ou soutient, régule les potentialités humaines, individuelles et collectives. Alors, le problème qui se pose d'emblée, c'est que c'est une variété des formations culturelles.
Mais est-ce qu'il y a des civilisations par différence avec des formations culturelles qui seraient dites non civilisées ou barbares ou primitives? Alors traditionnellement, dans l'histoire de l'anthropologie, avec Gordon Childe, la civilisation, c'est au sens classique, c'était une formation culturelle qui supposait l'écriture, l'urbanisme, les villes, l'architecture monumentale et la classification sociale ou la hiérarchisation sociale. Mais c'est donc une définition descriptive. C'est une manière de classifier les formations culturelles. Alors, on sait aussi que, avec des anthropologues comme Salins ou Scott ou Clastres, a été nettement remis en question l'idée que la civilisation en ce sens-là coïnciderait avec une supériorité morale ou civilisationnelle, puisqu'au contraire, ils ont montré que ceux qui cherchaient à échapper à la capture civilisatrice le faisaient habité par une sagesse politique. C'est-à-dire c'est échapper à la civilisation au sens de ce qui va capturer les forces productives pour les mettre au travail, une sorte de mise au pas. Donc, on va se donner, bien sûr, instruit par l'anthropologie, on va se donner comme équivalente toutes les formations culturelles. Et puis, essayer de penser une forme de normativité et s'interroger en ce sens en posant que donc, si sauvage, ça désigne une humanité en friche, alors civilisée, c'est donc la mise en forme des potentialités humaines. Et la barbarie serait une mise en forme qui abrite une animalité foncière. C'est-à-dire une sorte d'irréalisation essentielle, fondamentale, quant au sens de être humain. Et on dira que tandis que le point de vue occidental, depuis Athènes et Rome, tend donc à concevoir la barbarie comme une extériorité, sauvage ou primitive, sous-développée, mon propos consistera davantage à interroger la manière dont le texte biblique situe la barbarie au cœur de la civilisation. Alors, comme je l'ai dit au sujet de l'enfant sauvage, l'être humain, il a essentiellement vocation à la civilisation, au sens des formations culturelles. Par différence avec l'animal, qui lui a vocation à la vie sauvage ou à la vie domestique, mais non à la vie civilisée, à la culture. Cette différence, elle se dit d'abord très simplement dans l'être humain naît prématuré. L'être humain naît prématuré. Du reste, le poids de son crâne pèse autant que tout son corps. Il naît prématuré. Il naît cette prématuration au regard de l'existence, c'est que essentiellement, il naît malhabile parce qu'il est ouvert aux potentialités que les formations culturelles vont lui permettre d'exprimer. Il est dans un appel aux formations culturelles. Il est voué aux formations culturelles. Tandis que l'animal, il naît d'ores et déjà habile. Il naît d'ores et déjà fait parce que instruit par l'instinct. Or, ce qui est frappant, une fois qu'on est instruit de cette différence fondamentale entre l'être humain et l'animal, l'être humain qui naît prématuré, l'animal qui naît déjà fait, c'est que, en Genèse, comme on sait, Jacob et Ésaü sont des frères jumeaux. Et que Ésaü, lui, il naît tout poilu. Il s'appelle Ésav, il est fait. Il est fait. Alors que Jacob, lui, on le verra au moment où il doit se déguiser en Ésaü pour recevoir la bénédiction, il dit à sa mère qui organise le subterfuge, que comment je vais me faire passer pour Ésaü, puisque Ésaü il est tout poilu, alors que lui, Jacob, il est chalak, il est imberbe en quelque sorte. C'est-à-dire il est pas mature.
Donc ce qu'on voit à cette lumière, c'est que Jacob, il est celui qui est voué à la formation culturelle, dans ce sens-là. Alors que Ésaü, il est l'animal sauvage. Il est l'animal. Or, le paradoxe, c'est que donc, comme vous le savez, Ésaü va incarner donc Édom, et Rome, qui est la civilisation. Donc le paradoxe, c'est que Ésaü, c'est à la fois l'incarnation, personnage, de la civilisation historique, la civilisation par excellence qui est Rome, et en même temps c'est l'animalité. L'autre point, évidemment, c'est que Édom, c'est les mêmes lettres que Adam, et ça désigne effectivement la manière dont Édom est en fait un semblant d'être humain. Ce qui semble nous désigner la civilisation romaine comme le règne de la semblance. Semblance d'humanité qui abriterait en fait une animalité fondamentale. Au regard de quoi le côté imberbe de Jacob, pour prendre les choses à la lettre, désigne une humanité qui est vouée à ce que la première mitzvah dans la Torah, Rosh Chodesh Elachem, celui de la nouvelle lune, c'est la question du renouvellement. L'être humain voué aux potentialités, au renouvellement, voué à s'affranchir des déterminismes, qu'ils soient naturels ou culturels. Donc, autre paradoxe, c'est que Isaac aime Ésaü. Ésaü, celui qui chasse et qui lui apporte du gibier et une saveur. Celui dont l'activité est efficace. C'est la technologie lui permet de capturer les richesses du monde. Mais ce serait donc une technologie impérialiste, sauvage, barbare. Rivka, mère, aime Jacob, en revanche. Celui dont la puissance s'exerce dans l'attente. Puissance de la parole, l'attente étant le lieu de la mise en forme de l'essentiel. Alors, la sauvagerie d'Ésaü, elle ne tombe pas du ciel, si je puis dire, elle a des antécédents dans le texte de la Genèse. Commence d'abord avec Caïn et sa pulsion meurtrière. On la voit aussi avec Ram, le chot, le pulsionnel, celui qui regarde la nudité du père dans la tente et la raconte à ses frères. Tandis que Shem et Yaphet, le nom et la beauté, eux, recouvrent la nudité du père. Cette sauvagerie, on la retrouve aussi avec Ishmaël, sujet duquel le texte dit, vous connaissez ces célèbres Peri Adam, Yado Bakol, Veyad Kolbo. Peri Adam, c'est le sauvage à forme humaine, en quelque sorte. Et Rashi commente, il dit qu'il aime Ishmaël aime les étendues sauvages où il chasse avec son arc. Yado Bakol, sa main et surtout, c'est le brigandage. Et Yad Kolbo, et son activité de brigandage l'expose à la détestation des autres. Et là, on a évidemment sous-jacente le rapport entre les razzias des nomades par rapport aux agriculteurs sédentaires. Ésaü est donc dans cette continuité lui aussi l'homme des champs. On retrouve l'usage de l'arc, la violence rapace. Mais donc en ce sens la différence, c'est que Ishmaël c'est la face, en quelque sorte, ce serait la face sauvage d'Ésaü. Autrement dit, Ésaü, ce serait la face ou l'apparence civilisée d'une sauvagerie essentielle. En ce sens, vous avez effectivement le brigandage des barbares au sens de l'anthropologue Scott, ceux qui sont restés en dehors de la capture civilisationnelle au sens de l'État, des cités urbaines, de hiérarchisation sociale. Et vous avez Ésaü, où les processus de capture sont cette fois impérialistes et ils sont le fait d'une civilisation. Alors de ce que je viens de poser, je voudrais donner un exemple très contemporain. Vous avez certainement entendu parler d'une sortie de Houellebecq au sujet de l'islam, dans l'affaire Houellebecq.
Donc c'est intéressant parce que donc ce qu'il dit sur les musulmans de France, en fait, c'est en gros, il dit « Je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. En somme, que leur violence diminue et qu'ils respectent la loi et les gens, ou bien, autre bonne solution, qu'ils s'en aillent. » Et Houellebecq, pour se prémunir de l'accusation de racisme ou de xénophobie, a expliqué auparavant que les Chinois, il a vécu très longtemps dans le 13e, les Chinois ne sont pas du tout assimilés, il y en a même plein qui ne parlent pas français, mais ils travaillent, ils ne volent pas, ils travaillent. Et vous avez là clairement le paradigme classique très 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 ancien. C'est la différence entre l'agriculteur sédentaire, qui est dans la production ou dans le commerce, et puis les razzias des tribus nomades, qui depuis l'origine de la révolution néolithique, donc ça date de 10 000 ans, effectivement faisaient des razzias. Ils se sont soustraits à la capture étatique ou civilisationnelle, et ils allaient se servir chez ceux qui cultivaient. Donc c'est une contradiction très ancienne. Bon, alors évidemment, lui, Houellebecq, il fantasme cette vision-là chez les musulmans. Bon, il n'a pas l'air d'être au courant que l'islam, bon, c'est une civilisation urbaine, qui est culturelle, etc., qu'on est très loin de ces images-là. Bon, il n'est pas au courant, et comme il n'est pas au courant que la question de la délinquance, des phénomènes de délinquance qu'on trouve en France, dans des populations maghrébines, vous retrouvez exactement les mêmes sur le continent américain, les mêmes de manière plus radicale, parce que bon, c'est le Mexique, c'est un niveau de violence qui est sans commune mesure, mais enfin, c'est le même principe, où il n'y a pas de musulmans. Bon. Alors, autre point contemporain qui est important, que je voudrais que vous ayez à l'esprit aussi, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit. Ouais, je prends des choses qui ont fait beaucoup de bruit, comme ça vous êtes un peu tous au courant, on partage certaines références. C'est donc un livre du journaliste Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Donc un journaliste qui a fait une vaste enquête sur les maisons de retraite Orpea, où ce qu'il a mis en évidence, c'est que des techniques de management, maltraitance de la classe laborieuse, ça le management, mais qui dans les maisons de retraite, on pourrait faire clairement une maltraitance des personnes âgées. Et c'est comme ça qu'ils ont fait beaucoup de bénéfices et que ça marchait. Donc c'est un management au cœur de la civilisation qui est sans foi ni loi. Et évidemment, moi qui évoque Amalek, parce qu'Amalek c'est celui qui s'en prend aux faibles. Donc moi, personnellement, je dirais concernant ce type de management, qu'ils arrêtent d'agresser, que leur violence diminue, qu'ils respectent la loi et les gens, ou autre bonne solution, qu'ils s'en aillent. Mais voilà, c'est le type d'antagonisme qui me paraît être structurant. Alors, je reviens sur Rome et Ésaü. Isaac aime Ésaü. C'est une erreur, mais qui recèle une vérité, évidemment, chez Isaac. Parce que Esav, c'est la asiya. C'est aussi une capacité manuelle, technologique, qui est aussi une capacité de concrétiser. C'est pourquoi, dans le texte biblique, la bénédiction, vous savez, la bénédiction que Yaakov aurait subtilisée à son frère Ésaü, puisque Isaac voulait bénir Ésaü, Yaakov, conseillé par sa mère, se déguise et va recueillir la bénédiction. Et Ésaü, derrière, va lui en vouloir, va vouloir le tuer. On y reviendra. Mais Isaac, lorsqu'il veut s'assurer, c'est Ésaü, il a cette formule, il voit, il lui demande de s'approcher, il le touche, il ressent les poils, mais il va dire donc, c'est la voix de Jacob, ce sont les mains d'Ésaü. Et donc la bénédiction, elle va s'adresser à qui aura en quelque sorte cette unité, la voix de Jacob et les mains d'Ésaü. D'où l'équivoque dans le Talmud, notamment du jugement des sages au sujet de Rome. Équivoque qui est notamment
condensé dans une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans le traité Shabbat, hein, vous connaissez, où Rabbi Yehuda fait l'éloge de Rome. Rome qui construit des ponts, qui construit des thermes, qui construit des marchés, donc qui aménage l'espace commun. Et Rabbi Shimon, donc Rabbi Yossé se tait, silence, et Rabbi Shimon qui dit les ponts, c'est pour ponctionner les richesses, des péages. Les thermes, c'est pour leur propre jouissance. Et les places des marchés, c'est pour y installer la prostitution. Donc on voit Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est une marloquette de titan. Donc dans le Talmud, l'idée c'est qu'on est contraint de dire ici que Zou Vezou divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire les deux disent vrai. Alors on voit dans Avodah Zara, il semble qu'à la fin des temps, ce soit la position de Rabbi Shimon qui l'emporte, et donc qui montrerait qu'il y a une question de quelle est la vocation dans l'histoire de Rome. C'est aussi une question qu'on retrouve dans le Midrash, où Resh Lakish commente, vous savez, le fameux Midrash où il commente les premiers versets de la Bible, tout premier verset, où il dit que sur donc, le Tohu, ça renvoie à l'exil, à l'empire de Babylone, Bohu, ça renvoie à l'empire des Mèdes, le Rocher, l'obscurité, ça renvoie aux Grecs, et Théom, l'abîme, renvoie à Rome. Malchut Tarasha, l'empire du pire. Le même Resh Lakish, à la fin des versets qui concernent la création, lorsque Dieu dit il vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était Tov Meod, extrêmement bon ou d'extrême valeur. Resh Lakish dit donc Iné Tov Meod, voici c'est l'extrême valeur, ça c'est la Malchut Shamaim, le royaume du ciel. Ve Iné Tov Meod, et voici l'extrême valeur, ça c'est l'empire de Rome. Alors on lui demande comment c'est possible, et il va ramener un verset. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le Midrash, mais juste le point est que le même Resh Lakish, donc, dit d'abord que c'est l'empire du néant, et ensuite il va dire non, dans le Vav, et voici l'extrême valeur, ce et là, cette conjonction de coordination, là se joue la positivité fondamentale de Rome, qui aurait donc un rôle historique. Et du reste, le verset qu'il va citer, je ne rentre pas dans le détail, mais juste le verset qu'il va citer à l'appui de son dire, Resh Lakish, c'est un verset qui concerne, c'est un verset où il est immédiatement juxtaposé dans Isaïe, un passage où Isaïe va citer Cyrus, en tant que Cyrus est celui qui va donner l'impulsion à la reconstruction du temple. Il va appeler les Hébreux à remonter vers Israël ou bâtir le temple. C'est d'ailleurs les derniers versets de la Bible, du Tanakh. D'où l'idée que l'empire perse puis romain, c'est à la fois ce en quoi se loge la barbarie nihiliste la plus extrême, représentée notamment dans le livre d'Esther par Haman, et ce en quoi se loge le processus d'humanisation nommé Israël. Il va se loger dans cette civilisation. Ça, c'est Esther. Ce qu'on voit aussi à la fin du livre de la Genèse, où Joseph, ses os sont embaumés et il est placé dans le Haron en Égypte. Donc il y a cette idée que Israël se loge au cœur de la civilisation pour en déloger la barbarie. Parce qu'évidemment, comme on le voit au début de l'Exode, il y a le risque toujours, qu'est-ce qui se passe lorsque se dresse un roi qui n'a pas connu Joseph? C'est le risque donc d'une puissance qu'on peut dire aphone, à la gorge nouée. Là, je pense à l'intervention de Bruno Pinchard la semaine dernière. Mitzraïm, c'est l'étroitesse, l'angoisse. Alors aussi, sur ce point-là de l'étroitesse, l'angoisse, au traité Psarim 118b, Rabbi Ishmael rapporte un enseignement au nom de son père, à Rabbi. Rabbi qui lui demande, dis-nous des enseignements au nom de ton père. Et l'enseignement qu'il rapporte, notamment au sujet de Rome,
la ville de Rome, donc il dit, à Rome, il y a 365 rues dans la grande ville de Rome. Donc, dans chacune de ces rues, il y a 365 bâtiments. Dans chaque bâtiment, il y a 365 étages. Et à chaque étage, il y a de quoi nourrir le monde entier. Citant ce passage du Talmud, qui est assez connu, l'historien italien Giusto Trenna, dans son Histoire incorrecte de Rome, qui a été traduit il n'y a pas longtemps en français, écrit, donc au sujet de ce passage, « C'était ainsi que les peuples lointains voyaient le centre du pouvoir qui les asservissait. Un énorme espace monumental où régnait l'abondance. Cette image n'est pas nécessairement positive pour les rabbins du Talmud. Rome relève presque toujours de l'empire du mal, Malchut Aracha. Mais nul ne mettait en doute le caractère grandiose de la ville. » Grandiose, oui, au sens clairement, il y a un gigantisme, il y a une surabondance, mais elle est fermée, elle est enclose. La griffe de Rome enserre et enclôt, capture. Pour ouvrir les vannes des greniers et de la parole, il faut que l'héritier de Joseph loge au cœur de Rome. Et dans le traité Sanhédrin, on dit que le Messie attend son heure aux portes de Rome. Donc la barbarie ne serait pas tant ce qui est extérieur à la civilisation que ce qui loge au cœur de la civilisation. La vocation d'Israël, à s'en tenir au texte, à les suivre, serait de déloger la barbarie qui se loge au cœur de la civilisation. Cette barbarie, c'est une puissance technologique, une puissance du maasé, une puissance de la scia, une puissance du fer, mais aphone, c'est-à-dire dont les œuvres sont folles, en ce sens qu'elles sont déracinées de la parole entendue comme ce dont procède l'émergence de la forme humaine. Alors, je vais donner quelques exemples. D'abord, 2 exemples contemporains. On va le dire comme ça. Il y a d'une part la civilisation adamique, c'est ce qui garde, abrite et contribue au développement de la forme humaine. Et il y aurait la civilisation du serpent, si on reprend les choses au point de départ. Ce qui abrite l'animalité primitive sous le revêtement de formation culturelle. Sous le revêtement de formation culturelle. Alors de ça, je voudrais donner 2 exemples contemporains de la manière dont la barbarie, en ce sens-là le serpent, se loge au cœur de la civilisation. Premier exemple, je vais prendre dans le cinéma commercial américain, le film Gravity. Gravity, c'est donc... ça se situe dans l'espace. C'était suite à... Les Russes avaient un satellite d'espionnage qu'ils craignaient de se faire repérer, donc ils l'ont fait sauter. Ça a produit une catastrophe. Et des Américains qui étaient dans l'espace se sont retrouvés, donc c'était la catastrophe. Une femme cosmonaute cherche donc à regagner la Terre. Et elle va atterrir dans un satellite chinois où elle cherche à renouer le contact avec la Terre pour pouvoir regagner la Terre. Et là, dans ce satellite chinois d'une ancienne station chinoise, elle cherche à capter, au niveau de la radio, à capter la Terre. Et c'est malheureusement ce qu'elle entend. Donc elle est seule. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est la solitude totale dans l'espace. Parce que les Américains savent bien faire les films. Le propos, il est barbare, mais la maîtrise technique, elle est fantastique. Donc vous êtes pris par le film. Et donc dans cette station chinoise, elle entend quoi ? Elle entend un Chinois qui parle chinois. Et ça la déprime complètement. Jusqu'au moment où elle entend un chien qui aboie. Et là, c'est l'émotion. Ça lui rappelle son chez elle. Le chien qui aboie, là voilà. Là, on a de l'humanité. Là, voilà, là, il y a l'émotion. Donc, le Chinois, c'est le barbare, mais le chien qui aboie, là, on respire, enfin, on se sent bien. Bon. Ça, c'est la civilisation du serpent. Dans un deuxième exemple, je ne vous ai pas apporté le livre pour rien, je vais vous citer un passage qui est quand même extraordinaire. C'est que donc, Orpea, comment ils font ? Ils rachètent une maison de retraite, et puis ils vont s'installer, et là, ils vont faire passer leur méthode. Et donc, premier temps, c'est qu'ils envoient une équipe pour faire comprendre aux gars à cette maison de retraite qu'ils ont rachetée que maintenant, c'est eux qui commandent. Alors, je vous lis le passage parce que ça vaut le détour. Donc, c'est un type qui témoigne, qui était
qui a travaillé là-dedans et qui faisait partie de ces gars qui descendaient, qui faisaient descendre les retraites pour montrer que voilà, c'est lui qui prenait les choses en main. Il raconte. Il dit, on est 4 dans mes souvenirs. Le directeur régional, moi et 2 autres gars, dont un certain Michel, qui avait l'habitude de ces coups. Le mec était réputé pour avoir viré 17 employés dans une résidence en à peine 3 mois. C'était son fait d'armes. On débarque avec la voiture du directeur, une belle berline noire, vitres teintées et tout. On arrive en Men in Black. Très clairement, c'est ça. Tu es là pour faire peur. Avec la voiture teintée, le costume noir, les lunettes noires. Tu es dans une mise en scène, tu es au cinéma. Il commence par aller voir la cadre de santé, vu qu'il a viré le directeur quelques jours avant. Il se rend ensuite au secrétariat parce que c'est le centre de l'information de la résidence. Donc il faut le verrouiller aussi. Il se balade ensuite dans les couloirs, va en cuisine, parce qu'il y avait eu des problèmes en cuisine. Il fait ensuite une réunion avec tous les salariés, mais il ne leur donne aucune information. L'idée, c'est juste de leur dire « On vient d'acheter votre résidence, maintenant c'est chez nous. On est venu pisser sur l'établissement pour montrer notre territoire, c'est ça l'idée. » Maintenant, je vous donne 2 exemples anthropologiques de la manière dont le développement de l'humanité adamique se loge dans des formations culturelles dites primitives, sauvages ou barbares. Alors d'abord, là, je vous lis quelques lignes de la première page du livre de Lévi-Strauss, La pensée sauvage, où il écrit, c'est vraiment le tout début du livre, « On s'est longtemps plu à citer ces langues où les termes manquent pour exprimer des concepts tels que ceux d'arbre ou d'animal. Bien qu'on y trouve tous les mots nécessaires à un inventaire détaillé des espèces et des variétés. Mais en invoquant ces cas à l'appui d'une prétendue inaptitude des primitifs à la pensée abstraite, on omettait d'abord d'autres exemples qui attestent que la richesse en mots abstraits n'est pas l'apanage des seules langues civilisées. C'est ainsi que le chinook, langue du nord-ouest de l'Amérique du Nord, fait usage de mots abstraits pour désigner beaucoup de propriétés ou de qualités des êtres et des choses. Ce procédé, dit Boaz, y est plus fréquent que dans tout autre langage connu de moi. La proposition « le méchant homme a tué le pauvre enfant » se rend en chinook par « la méchanceté de l'homme a tué la pauvreté de l'enfant ». Et pour dire qu'une femme utilise un panier trop petit, elle met des racines de potentie dans la petitesse d'un panier à coquillages. Je vous donne un deuxième exemple de Jared Diamond. Cet exemple-là de Jared Diamond, c'est vraiment ce qui a été une sorte de fil conducteur de mon livre « L'Occident, les indigènes et nous », puisque je cite au début et à l'arrivée. Il est magnifique, donc je me fais un plaisir de le citer comme je veux. Jared Diamond écrit dans le 3e chimpanzé « On sait maintenant qu'il n'y a aucune corrélation entre la complexité de la langue et la complexité sociale. Les peuples technologiquement primitifs ne parlent pas des langues primitives, comme je l'ai découvert dès le premier jour que j'ai passé dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée, au sein de la tribu des forêts. La langue des forêts possède une grammaire dont la richesse est susceptible d'enchanter un linguiste, avec des postpositions, comme en finnois, des formes duelles, outre le singulier et le pluriel, comme en slovène, et des temps de verbes ainsi que des constructions de phrases, comme je n'en avais jamais rencontré jusqu'ici dans aucune langue, pour ne rien dire des 8 tons subtilement différents des voyelles dans la langue des Huo de Nouvelle-Guinée. Ensuite, je voudrais juste suggérer ce que pourrait être le sous-titre de mon titre, puisque je suis toujours dans l'introduction. Civilisation barbare. En prenant chulent et fast-food. Manger, c'est un acte essentiel de transformation du monde, en vue de dégager, on transforme le monde en vue de dégager une saveur, le pain. La construction du pain, le pain, la fabrication du pain, élément déterminant de la révolution néolithique, élément déterminant dans le Talmud, puisque c'est des rapat, c'est ce qui instruit dans le traité Shabbat la question des 39 mélachot, traduit par travaux interdits le jour du Shabbat, qui sont les 39 travaux avec lesquels on transforme le monde, avec lesquels on construit le temple, avec lesquels le monde a été créé, etc. Et comme on sait, manger, c'est l'acte qui concentre la problématique de l'humanité, depuis l'interdit de l'arbre de la connaissance
jusqu'à donc l'injonction de transformer le monde. Et le Tchulent, j'ai appris ça il n'y a pas tellement longtemps. Le Tchulent, c'est le plat traditionnel des Juifs, mais si c'est une formulation qui renvoie plutôt au monde ashkénaze, du Shabbat, c'est-à-dire qui est préparé le vendredi soir et qui va être mangé le lendemain, donc le jour du Shabbat, qui va mijoter, cuire toute la nuit et être mangé, délivrer sa saveur le jour du Shabbat. Donc il traverse la nuit et il délivre sa saveur le jour. Et le Tchulent, c'est chaud lent. Tchulent, en fait, c'est chaud lent. Ça exprime ce qui chauffe lentement. C'est mature. Alors, le fast food, comme vous le savez, c'est la bouffe rapide. C'est l'opposé. Ce qui est intéressant dans le fast food, si on étudie, c'est que son invention, elle correspond au Taylorisme, c'est-à-dire à la manière de, si vous voulez, de mécaniser le travail, qui va être aussi de mécaniser la production de nourriture, division des tâches, et c'est donc manière d'astreindre, et c'est en plus manger rapidement, c'est astreindre l'ouvrier à sa tâche, c'est circonvenir ou évacuer les moments de socialisation que représente le fait de manger, avec les possibilités subverties dans les usines, dans les lieux de travail de ces moments-là. Et c'est évidemment accroître les gains du capital au détriment de la santé et de la saveur, puisque on sait que les fast-foods, c'est de vous inonder de sel, de gras, de sucre. À tel point que j'ai appris ça récemment, mais c'est qu'il y a des normes quand même en Europe sur le degré de sel, de gras et de sucre qu'ils peuvent mettre. Mais en Inde, par exemple, il n'y en a pas. Donc c'est 6-7 fois plus. Donc, tout ça pour dire, vous l'avez compris, qu'il ne s'agit pas d'opposer la civilisation occidentale mondialisée à un relativisme qui fait l'éloge des particularismes culturels. Il s'agit de distinguer entre une civilisation qui abrite une barbarie et un processus d'humanisation qui emprunte les formes culturelles d'un processus civilisationnel. C'est ça la question de l'humanité d'Israël qui se loge au cœur de la civilisation occidentale. Alors, ce point, cette question-là, c'est l'enjeu. Avant de revenir à la Bible, je vais faire un détour par le contemporain, parce que c'est l'enjeu d'une controverse forte entre Lévinas et Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, en 1952, il publie dans une brochure de l'UNESCO un texte qui s'appelle « Race et Histoire », qui est très connu, et qui va être donc publié en 1961. Son argument, c'est évidemment de dire qu'il n'y a pas de rapport entre les races et les formations culturelles. Vous avez certaines races, pour garder ce terme, à l'intérieur d'une même race, vous allez trouver des formations culturelles très différentes, et entre deux races différentes, des formations culturelles qui sont très proches. Donc il n'y a pas de rapport entre la notion de race, anthropologiquement, et la notion de formation culturelle. Donc il n'y a aucun déterminisme de la race. Donc il n'y a pas, en ce sens-là, il y a des classifications en anthropologie physique, mais qui n'ont aucune valeur culturelle. Mais au-delà, son propos, c'est de défaire le préjugé selon lequel l'Occident serait la civilisation, les autres formations culturelles étant reléguées dans la rubrique sous-développée, primitif ou barbare. Donc il va s'agir de penser pour lui la diversité égalitaire des formations culturelles. Et son argumentation, c'est dans un premier temps de montrer que la prétendue supériorité de la civilisation occidentale, en réalité, c'est le choix d'un critère particulier. Donc je cite Lévi-Strauss, « La civilisation occidentale s'est entièrement tournée depuis 2 ou 3 siècles vers la mise à la disposition de l'homme de moyens mécaniques de plus en plus puissants. Si l'on adopte ce critère, on fera de la quantité d'énergie disponible par tête d'habitant l'expression du plus ou moins haut degré de développement des sociétés humaines. » Or, ce que va montrer Lévi-Strauss, c'est qu'il y a une multiplicité de critères. Pour mesurer le degré de civilisation, ça va dépendre du critère. Alors, il va apporter d'autres critères. Je vous en cite quelques-uns. Par exemple, il dit, si le critère retenu avait été le degré d'aptitude à triompher des milieux géographiques les plus hostiles, alors ce seraient les Esquimaux ou les Bédouins dans le désert qui seraient les plus civilisés. Autre exemple, il dit, l'Occident, maître des machines,
témoigne de connaissances très élémentaires sur l'utilisation et les ressources de cette suprême machine qu'est le corps humain. Dans ce domaine, au contraire, comme dans celui connexe des rapports entre le physique et le moral, l'Orient et l'Extrême-Orient possèdent sur lui une avance de plusieurs millénaires. Ils ont produit ces vastes sommes théoriques et pratiques que sont le yoga de l'Inde, les techniques du souffle chinoises ou la gymnastique viscérale des anciens Maoris. Je prends un troisième exemple sur l'Afrique, où il écrit « Les grands systèmes politiques de l'Afrique ancienne, ses constructions juridiques, ses doctrines philosophiques, longtemps cachées aux Occidentaux, ses arts plastiques et sa musique qui explorent méthodiquement toutes les possibilités offertes par chaque moyen d'expression, sont autant d'indices d'un passé extraordinairement fertile. Celui-ci est d'ailleurs directement attesté par la perfection des anciennes techniques du bronze et de l'ivoire qui dépassent de loin tout ce que l'Occident pratiquait dans ces domaines à la même époque. » Vous voyez, la question du critère va être déterminante pour savoir quelle est la civilisation la plus développée. De la même manière, aujourd'hui, si je poursuis sur Orpea, la question de la manière dont on traite les personnes âgées, si vous prenez ça comme critère de civilisation, vous allez aussi avoir une représentation différente. Concernant la révolution industrielle, non, l'autre point, qui reste essentiel, la question de la quantité d'énergie disponible, qui n'est pas un critère à repousser d'un revers de main, c'est effectivement un critère fondamental. Mais ce qui montre, c'est que on est dans un processus, si vous voulez, d'étendue, d'appropriation. Tous les pays de différentes cultures s'approprient la révolution scientifique et technique. Et ce qui montre à l'échelle de l'histoire du néolithique, c'est qu'en réalité, quand on prend de la distance, les questions de priorité, de où apparaît d'abord le néolithique au vu de son extension, elles sont finalement à l'arrivée des questions qui n'ont pas beaucoup d'importance. La question de la priorité, au fond, dès lors que c'est un phénomène, la révolution scientifique et technique, qui s'étend, la question de qui a été le premier a peu d'importance à l'échelle de l'histoire. Par ailleurs, un anthropologue comme Jacques Goudy a montré que, justement, sur la question de la supériorité technique, que la supériorité technique de l'Occident, c'est une échelle très réduite. Ça commence vraiment en 1800, même un peu plus tard, au regard de la Chine, qui était pendant très longtemps la civilisation supérieure techniquement. Et c'est en gros 2 siècles, quoi. Même un peu plus tardif que 1800 si on prend les chiffres de production de métaux, etc. Mais en gros de 1800 à, disons, 2000. Donc c'est 2 siècles à l'échelle d'une histoire de fois millénaire. La supériorité de l'Occident en termes techniques sur la Chine, c'est très 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 relatif. Par ailleurs, outre les variations culturelles entre peuples étrangers, il y a aussi la question des stratifications sociales et des diversifications culturelles à l'intérieur même d'une civilisation, en quelque sorte. Puisque, écrit, le problème de la diversité ne se pose pas seulement à propos des cultures envisagées dans leur rapport réciproque, il existe aussi au sein de chaque société, dans tous les groupes qui la constituent, castes, classes, milieux professionnels, etc. Et il va aussi expliquer que la révolution néolithique est un phénomène qui va donc provoquer les hiérarchisations sociales et que les développements techniques dans l'histoire véhiculent également un accroissement de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce qui le conduit à relativiser la fierté, à relativiser la positivité des développements technologiques dès lors qu'ils sont corrélés à une radicalisation de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et à ce sujet, je voudrais vous citer quelques lignes d'un texte de Dostoïevski qui s'appelle Notes diverses sur impression d'été. C'est une sorte d'observation impressionniste sur un voyage qu'il a fait en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne. Et là, notamment, quelques lignes concernant Londres. Dostoïevski écrit au sujet de Londres. Donc Londres, 1870, donc c'est la capitale de la révolution industrielle. Il écrit « C'est une ville qui s'agite jour et nuit, infinie comme la mer, ce crissement, ce hurlement des locomotives, ces chemins de fer posés au-dessus des maisons et bientôt sous les maisons, cette audace de l'esprit d'entreprise, cette apparence de désordre qui est en fait l'ordre bourgeois porté à son degré suprême, cette Tamise polluée, cet air nourri de charbon, ces squares et ces parcs magnifiques, ces recoins monstrueux de la ville comme Whitechapel, avec ses habitants à moitié nus, sauvages et affamés. » Le prolétariat à Londres, sauvage et affamé. Donc on voit aussi comment, à l'intérieur de la civilisation, les hiérarchisations sont telles que vous retrouvez
types de différences tels que sauvages, civilisés. Évidemment, il évoque la pollution, mais un autre argument dont ne parle pas Lévi-Strauss, mais qui aujourd'hui, nous sommes tous au courant, c'est la question de l'écologie. On peut aussi apprécier le degré de civilisation. Si on prend comme critère ce qu'il occasionne en termes de dévastation écologique ou pas, ça peut être aussi considéré comme un critère de civilisation. Donc à cette lumière, on aura une appréciation très différente. Donc c'est pour dire que la prétendue supériorité de l'Occident en termes de civilisation suppose le choix, la sélection d'un critère qui se discute. La conclusion de Lévi-Strauss, c'est évidemment l'éloge de la diversité culturelle. Il écrit « Il n'y a pas de civilisation mondiale » ou il écrit aussi « La civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition à l'échelle mondiale de cultures préservant chacune son originalité. » Alors ça va le conduire à redéfinir la notion de barbarie. Dans la continuité de Montaigne qui disait « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage », Lévi-Strauss vit derrière les épithètes de barbare et de sauvage, qui vise à reléguer dans l'animalité la civilisation, la culture de l'autre. Et il écrit finalement « On refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle. On préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. » Donc c'est la question de l'ethnocentrisme. Et il en vient donc à cette formule célèbre. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. C'est lui le barbare. Donc il s'agit... Mais cela dit, Lévi-Strauss introduit cette formule en expliquant que chez les peuples dits sauvages ou primitifs, un des points communs qu'on retrouve partout, c'est l'idée que celui qui habite de l'autre côté de la montagne n'est pas un être humain. C'est une manière de dire pour lui que finalement la vision occidentale, le préjugé occidental est tout à fait en osmose avec ce point-là. Ce qui fait que le point de vue de Lévi-Strauss, ça n'est pas d'en appeler au mythe du bon sauvage par rapport à la corruption de l'homme civilisé, c'est plutôt donc, de se défaire du jugement de valeur fondé sur l'ethnocentrisme, ce préjugé universellement partagé, aussi bien par l'Occident que par ceux qui sont dits sauvages, et d'en appeler à la nécessaire diversité des cultures. Et les derniers mots de Race et Histoire sont donc les suivants. La diversité des cultures humaines est derrière nous, autour de nous et devant nous. La seule exigence que nous puissions faire à son endroit, créatrice pour chaque individu des devoirs correspondants, est qu'elle se réalise sous des formes dont chacune soit une contribution à la plus grande générosité des autres. Maintenant, si je voudrais te demander, Romain, que tu participes un petit peu, est-ce que tu veux bien nous relire le texte de Lévinas que vous avez donc choisi? Si tu veux. Donc, ce n'est pas par leur originalité que les civilisations sont excellentes, mais par le haut degré de leur universalité, par leur cohérence, c'est-à-dire par le peu d'hypocrisie que comporte leur générosité. On peut tolérer le pluralisme des grandes civilisations et même comprendre l'impossibilité de leur fusion. La nature même de la vérité l'explique. Sa manifestation en appelle à des possibilités humaines très nombreuses et par conséquent à des histoires, à des traditions et à des approches multiples. Mais la multiplicité reconnue ne dispense pas l'individu d'un choix raisonné. Le choix ne peut se faire au hasard des goûts subjectifs et des caprices de l'inspiration. Le dilettantisme, en l'espèce, rejoint la barbarie. Lévinas polémique de manière terrible avec Lévi-Strauss. C'est clairement Lévi-Strauss qui dit. Le terme-là, vous voyez, il a conclu Lévi-Strauss sur la générosité, et Lévinas reprend ce terme-là, et il reprend toute la le texte de Lévinas, c'est paru en 63. Il s'en prend à Lévi-Strauss ici. Lévi-Strauss écrit « Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie ». Et Lévinas répond « Le dilettantisme, en l'espèce, rejoint la barbarie ». Autrement dit, la barbarie, c'est de ne pas savoir distinguer entre civilisation et barbarie. Alors, évidemment, le problème qui se pose, c'est puisque le propos de Lévi-Strauss, c'est principalement de remettre en question la prétendue supériorité de l'Occident,
est-ce que l'antithèse de Lévinas, c'est de défendre la supériorité de l'Occident, qui serait effectivement la civilisation universelle contre la barbarie. Si c'est le cas, le problème, c'est que je vous rappelle 2 citations que, en son temps, j'avais placées en exergue de mon livre « La réaction philosémite ». Première citation de Benny Lévy. « L'Occident se présente, selon le mot délicieux du directeur du Nouvel Observateur, comme la civilisation universelle. Je préfère appeler un chat, l'Occident, Occident, et l'universel, je le laisse dans son énigme pour le moment. » C'est Benny Lévy. Et aussitôt, j'avais ajouté cette citation de Alain Badiou. « Au demeurant, rappelons à la jeunesse que pendant des décennies, l'usage politique du mot Occident a été confiné dans l'extrême droite raciste au point d'être le nom d'un de ses plus violents groupuscules. » Donc il ne va pas s'agir d'identifier Occident et universel. Mais ce que dit Lévinas, c'est l'excellence d'une civilisation, c'est son degré d'universalité. Et ce qu'il faut donc falloir, c'est aborder l'énigme de l'universel de manière à penser ce qui fait la valeur d'une civilisation. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le texte de Lévi-Strauss lui-même, il y a une forme d'identification suggérée entre l'Occident et l'universel. Parce que Lévi-Strauss écrit « On sait en effet que la notion d'humanité englobant... » Alors, il dit ça après avoir rappelé combien ceux qui étaient appelés sauvages ou primitifs, il était courant d'observer chez eux qu'ils nommaient ceux de l'autre côté de la montagne ou du village d'à côté ou de l'autre tribu comme étant des non-hommes et eux-mêmes s'appelaient hommes. Il écrit à ce sujet « On sait en effet que la notion d'humanité englobant sans distinction de race ou de civilisation toutes les formes de l'espèce humaine est d'apparition fort tardive et d'expansion limitée. Là même où elle semble avoir atteint son plus haut développement, il n'est nullement certain, l'histoire récente le prouve, qu'elle soit établie à l'abri des équivoques ou des régressions. » Il est clair qu'il fait ici allusion à l'Europe englobant les Américains, et que l'histoire récente en 1952, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'à cette époque-là, en 1952, quand on parle des régressions de l'histoire récente en 1952, c'est la guerre mondiale. Auschwitz, c'est pas du tout dans les esprits. Donc on a, la formule de Lévinas, ce n'est pas par leur originalité que les civilisations sont excellentes, mais par le haut degré de leur universalité, par leur cohérence, c'est-à-dire par le peu d'hypocrisie que comporte leur générosité. Et chez Lévi-Strauss, la notion d'humanité, la même où elle semble avoir atteint son plus haut développement, donc c'est en Occident, et ce plus haut développement, ça évoque, semble-t-il, la révolution scientifique et technique, les droits de l'homme, la démocratie politique. Alors le problème aussi, c'est que cette fragilité de la notion d'humanité telle que parle Lévi-Strauss, il fait référence à la Seconde Guerre mondiale, donc ce moment, cet épiphénomène létal, l'étendue des crimes de masse. Ce que les anthropologues ont montré, c'est qu'en réalité, les morts violentes sont statistiquement beaucoup plus importantes chez les peuples dits primitifs, entre guillemets. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir de mort violente que dans les sociétés sous domination d'un État. Parce que l'État règle, ce que Weber appelait le monopole de la violence légitime, donc c'est lui qui règle les différends. Donc si c'est ça qu'a à l'esprit Lévi-Strauss, c'est pas un argument convaincant. Mais si on se reporte à l'histoire moins récente, et qu'on reporte à l'histoire de l'impérialisme colonial depuis 1492, alors à ce sujet-là, Lévi-Strauss, du reste, lorsqu'il va introduire sa formule, il rappelle cette anecdote que les Indiens, pour vérifier, il rappelle ça pour montrer comment la question de concevoir l'autre comme un être humain n'est pas évidente. Alors il montre que les Indiens, pour s'assurer que les conquistadors étaient bien des êtres humains, ils observaient si leur corps allait se putréfier. Tandis, dit-il, que les conquistadors, eux, s'interrogeaient dans les hautes sphères pour savoir si les Indiens étaient des êtres humains. Évidemment, la différence
c'est que les Indiens se demandent est-ce que ce sont des êtres humains ou des dieux, tandis que les conquistadors se demandent est-ce que ce sont des êtres humains ou des animaux. Et ça, cette différence, elle est finalement significative, non pas de la question du degré de civilisation, mais du rapport de force. Parce que ce sont des surhommes en termes de puissance pour les Indiens. Donc, est-ce que c'est ça la question de la civilisation? Est-ce que c'est la puissance militaire, organisationnelle, technologique? Est-ce que c'est ça qui s'affirme depuis 1492? Donc, en ce sens-là, ce n'est pas une entreprise civilisationnelle, c'est une entreprise impérialiste. Et du reste, il n'y aurait pas de guerre civilisationnelle, il y aurait des guerres impérialistes. Des inégalités non pas civilisationnelles, mais des inégalités en termes de force prédatrice. Évidemment, si l'histoire récente, on a l'esprit Auschwitz, alors la question, c'est comment penser cette prétendue supériorité de la civilisation occidentale depuis 1492 jusqu'à 1945. Donc, la question, pour revenir à notre question sur Lévi-Strauss et Lévinas. Pour Lévi-Strauss, il ne s'agit pas d'opposer une civilisation à une autre, ni d'identifier une civilisation, une formation culturelle à la civilisation et une autre à la barbarie. Et il faut entériner cet enseignement en ce sens où il y a une vérité du relativisme en matière de formation culturelle. Il y a une vérité du relativisme de Lévi-Strauss, parce qu'effectivement, tout dépend du critère retenu. Mais il nous faut également entériner l'enseignement de Lévinas, parce qu'il ne s'agit pas de s'en tenir à un relativisme. Il y a aussi la question de l'examen rationnel du degré de civilisation, conçu comme degré d'universalité. C'est-à-dire conçu comme quelle notion d'humanité véhicule une civilisation. Donc, le point, c'est de montrer que barbarie et civilisation coexistent dans une même formation culturelle. Autrement dit, que la barbarie se loge dans la civilisation et non à l'extérieur d'elle, et qu'il s'agit d'entreprendre un examen rationnel du degré de civilisation. Et que cette distinction entre civilisation et barbarie, elle va donc être fondée sur ce que Benny Lévy appelait l'énigme de l'universel, ou ce que Lévi-Strauss appelle la notion d'humanité. Et en ce sens, alors, Lévinas, dans son texte, juste après, le texte que tu as lu, dans ce passage, ce qui est donc extrait de Pièces d'identité, quel est son propos? C'est qu'en fait, c'est un texte qui concerne la question de l'identité juive. Et ce qu'il veut dire, en fait, en s'en prenant à Lévi-Strauss, c'est que lui, il appelle à en revenir à la question de l'identité juive conçue comme ce qui s'inscrit dans les vieux documents, dans les textes antiques de la tradition. Et il va écrire ce passage à la fin donc, de cet article, dont tu as extrait le texte, où il dit « Judaïsme des traités vermoulus opposé au judaïsme des juifs, pourquoi pas ? On ne sait pas encore lequel est le plus vivant des deux. Les vrais livres ne sont-ils que livres ? Ne sont-ils pas aussi la braise qui dort sous la cendre, comme les paroles des sages d'après Rabbi Eliezer ? La flamme traverse ainsi l'histoire sans brûler en elle, mais la vérité illumine celui qui ranime de son souffle la flamme endormie, plus ou moins. C'est une question de souffle. » Et là, il a cette formule, que je vais lire maintenant, qui, à mon sens, fait le lien avec l'intervention de Bruno Pinchard la dernière fois. Je ne sais pas s'il avait à l'esprit ce texte. Lévinas écrit « Admettre l'action de la littérature sur les hommes, c'est peut-être l'ultime sagesse de l'Occident où le peuple de la Bible se reconnaîtra. Un vieux livre perdu retrouvé par ses clercs, le roi Osias ordonna un royaume. Voilà la figure de la vie qui se prête à l'emprise des textes, mythe de notre Europe issue d'une trouvaille analogue qui s'appela Renaissance. » Alors, pour ce qui nous concerne, ça va être donc de revenir au texte antique de la tradition juive pour interroger cette question de la barbarie qui se loge au cœur du processus de civilisation. Alors, le problème, il se pose très clairement en ces termes, c'est que Caïn est donc le premier meurtrier,
il est exilé de la présence de Dieu, et il va avoir des enfants. Le verset dit, Caïn se retira de devant l'Éternel et séjourna dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Caïn bâtissait alors une ville qu'il désigna du nom de son fils Hénoc. Je pris la traduction du rabbinat. Hénoc devint père d'Irad, celui-ci engendra Mehouyaël, Mehouyaël qui engendra Métouchaël, qui engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, la première nommée Ada et la seconde Silla. Ada enfanta Jabal, souche de ceux qui habitent sous des tentes et conduisent des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, celui-ci fut la souche de ceux qui manient la harpe et la lyre. Silla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui façonna toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer et qui eut pour sœur Naama. Donc on voit comment dans la descendance de Caïn, on voit apparaître les différents éléments fondateurs de la civilisation. C'est notamment dans un livre assez curieux, assez intéressant d'une critique biblique israélienne, La Forge de Dieu aux origines de la Bible, donc de Nissim Hamzalag. Donc je ne rentre pas sur sa thèse, sur d'où vient, vous savez que chaque année il y a un livre de critique biblique qui vient expliquer l'origine du monothéisme hébraïque, mais sur le passage de Caïn, c'est intéressant ce qu'il écrit, puisque simplement, il dit que Caïn bâtit la première ville, donc effectivement, et c'est là un fait d'importance parce qu'une ville n'est pas un gros village, c'est l'irruption d'une nouvelle réalité, un nouvel habitat humain détaché de la vie agricole et que l'on associe généralement à l'émergence de la civilisation. Caïn devient en quelque sorte un héros civilisateur du monde biblique. Ce n'est pas tout, en donnant à la ville le nom de Hanor, apprentissage, Caïn inaugure un nouveau type de transmission du savoir et de sa préservation. C'est là un autre aspect fondamental du développement des civilisations. La lignée de Caïn compte également le patron des arts musicaux, Jubal, de la poésie et de la danse, Naama, et de la forge, Tubal-Caïn. Il n'y a pas de doute, Caïn est bien le Prométhée de la Bible, le père de la civilisation. Plus loin aussi, il va développer ça sur Jabal, le producteur de métal comme matière première, et son demi-frère Tubal-Caïn, le producteur d'objets métalliques. Les spécialistes, ensuite, un frère qui, donc la question de la musique, des instruments de musique. Donc il dit, la généalogie de Caïn révèle que la métallurgie dans toutes ses expressions, y compris artistiques, est bien la spécialité de la tribu des Kénites. Oui, parce qu'il fait une lecture aussi de Mikné, celui qu'on traduit comme étant la souche de ceux qui vivent dans les tentes et qui sont propriétaires des troupeaux. Il fait une analyse étymologique et il dit que comme Abel était déjà pasteur, en fait, il écrit que, en effet, le terme mikné, donc traduit par tente, désigne également le fourneau, makné, en hébreu. Quant à ce que l'on traduit par s'asseoir, dans ce verset, yeshev, c'est aussi une forme grammaticale de la racine neshef, souffler. Donc par conséquent, Jabal serait bien le père de ceux qui soufflent sur le fourneau et non pas de ceux qui restent assis dans les tentes. Bon, ça, c'est une thèse qui développe, ça se discute parce que Abel étant... bon, bref, pas rentrer dans cette discussion-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, il souligne de manière très pertinente comment, effectivement, Caïn apparaît comme... Alors, juste intéressant aussi, il relève en passant que Irad, dont le nom désigne entre autres l'âne sauvage, c'est l'un des fils. Donc, il y a aussi l'âne sauvage. Donc il y a les éléments fondamentaux de l'avènement, de l'émergence de la civilisation dans la généalogie de Caïn, et dans Caïn lui-même, bâtisseur de la ville. Et il y a aussi parmi ses fils le nom l'âne sauvage. Ce qui est en tout cas tout à fait clair dans le texte, enfin ce qui apparaît, c'est que par la suite, juste après, donc, on revient à une sorte de reprise depuis la création, et ensuite, c'est la forme donc de Sefer Toldot Adam. On reprend la généalogie du Sefer Toldot Adam, après le passage sur Caïn. Et là, donc Adam et Ève, et c'est d'emblée le troisième fils, Chet. C'est-à-dire que Caïn, cet élément et sa descendance, elle est exilée de la présence de Dieu et elle est de fait exclue de ce qui va s'appeler le livre des générations de l'humain. Donc le texte clairement nous pose les éléments de la civilisation comme étant en dehors de l'humanité au sens adamique, au sens où l'entend le texte. C'est le paradoxe qui est flagrant.
Par ailleurs, on sait aussi que les autres éléments dans la suite du texte qui vont qualifier, qui décrivent ce que les anthropologues comprennent comme étant les éléments fondamentaux de ce qu'on appelle la civilisation, vont être à chaque fois affublés d'un coefficient négatif. C'est la construction, l'architecture monumentale, c'est par excellence la tour de Babel, dont parlera Gilles. Et du reste, le passage de Dostoïevski que je citais, il évoque la tour de Babel sur le palais de cristal. Il évoque la tour de Babel. Donc c'est la tour de Babel. Et puis on a évidemment aussi après la question de la... Donc on voit Nimrod, le chasseur, qui est aussi le fondateur de la royauté. Et on va voir aussi à la fin de Parashat Vaïshla, sur Ésaü, qui lui aussi est un fondateur de royauté, avant, dit le verset, qu'il y ait une royauté en Israël. Donc si on voit comment se dessine civilisation depuis donc la construction de la ville, les outils, métallurgie, même les instruments de musique. Les instruments de musique, on a des versets dans Amos sur la... Je vous les lis sur Amos chapitre 6. Il écrit, donc, vous vous imaginez reculer le jour du malheur et vous avancez le règne de la violence, couchés sur des lits d'ivoire étendus sur leurs divans, nourris d'agneaux choisis dans le troupeau, de veaux mis à l'engrais, fredonnant au son du luth, comme David inventant à leur usage des instruments de musique, ils boivent du vin, à même les amphores, se frottent d'huile de choix et ne s'affligent guère du désastre de Joseph. C'est pourquoi tantôt ils s'en iront en tête des déportés, alors s'en sera fini les chants bruyants de ces voluptueux. Ça, c'est une description d'une civilisation, la culture conçue comme lors de la volupté des classes dominantes et d'une humanité corrompue. Bon, mais je reviens à cette généalogie, donc dans le texte de la Genèse, de la civilisation et de son coefficient négatif. C'est l'idée, on voit comme l'idée aussi de chez Nimrod, qui est le premier chasseur, et de la capture des êtres humains. La capture des êtres humains. Et du reste, Scott, il explique, l'anthropologue Scott, il explique que la muraille de Chine, qui est donc représentatif, si vous voulez, de se protéger des razzias, des tribus nomades qui viendraient piller. Et en réalité, c'était tout autant, sinon davantage, d'empêcher les travailleurs qu'on avait mis au travail dans l'agriculture de s'enfuir. Parce qu'à l'époque, il y avait un va-et-vient. Et c'est tout autant se protéger, mais c'est tout autant empêcher de s'enfuir. Donc c'est bien, on voit quand même l'idée de la capture. Il y a du reste un livre de Grégoire Chamaillou, paru à la Fabrique il y a une dizaine d'années ou plus, qui s'appelle La chasse à l'homme, et qui commence sur les versets de la Bible au sujet de Nimrod. Donc il s'agit bien clairement d'identifier la barbarie qui se loge dans le processus civilisationnel. Et si tout commence avec Caïn, il s'agit d'en revenir à Caïn et Abel. L'énigme du meurtre d'Abel par Caïn. Alors au sujet de cette énigme, parce que le texte, comme vous savez, Abel, Caïn est, traduit, on le présente, cultivateur, et Abel c'est le pasteur, et Caïn apporte une offrande, Abel aussi. L'offrande d'Abel est agréée, pas celle de Caïn. Caïn en est dépité et il va tuer son frère. La question c'est pourquoi est-ce que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, puisque tout commence de là. Et la question du rapport, la jalousie entre les frères, ça parcourt tout le livre de la Genèse. Alors à ce sujet, je vous cite Moshe Albertal dans un livre du sacrifice paru en 2012, donc c'est un universitaire américain, qui explique à ce sujet-là pourquoi l'offrande de Caïn fut-elle refusée reste un mystère. Et les différentes explications qui ont été proposées dans la littérature savante sont inadéquates. Le texte lui-même ne donne pas la moindre raison de fond. Ce silence est significatif. Qu'il demeure inexplicable est essentiel à cette forme de rejet, comme si rien ne pouvait être fait pour le prédire ou en triompher. Le privilège accordé à Abel et la fin de non-recevoir opposée à Caïn paraissent aussi mystérieux que l'amour et la tendresse des hommes.
Cette nature imprévisible de l'amour se transforme en un thème qui hante tout le livre de la Genèse. Pourquoi Rebecca aime-t-elle Jacob et Isaac, Ésaü, dans une division arbitraire de l'amour qui finit par définir tragiquement la vie des frères? Et quels traits moraux ou autres pouvons-nous attribuer à la préférence de Jacob qui se révélera fatale pour Joseph, qu'il met au-dessus de tous ses frères? Le caractère insaisissable du charme et les caprices de l'attirance sont à la racine d'une bonne partie de la dimension tragique du récit de la Genèse. Dans mon récit, cette embrouille trouve son point de départ dans le privilège accordé au sacrifice d'un frère plutôt qu'à celui de l'autre. Alors, donc pour lui, la trame du livre de la Genèse, depuis Abel et Caïn jusqu'à Joseph, en passant par Jacob, Ésaü, etc., c'est donc une division arbitraire de l'amour qui finit par définir tragiquement la vie des frères. Et il insiste, le caractère insaisissable du charme et les caprices de l'attirance sont à la racine d'une bonne partie de la dimension tragique du récit de la Genèse. Alors, c'est un exemple significatif, si vous voulez, de l'analphabétisme académique. Et je qualifierais son exégèse de barbare, au sens d'une incapacité à identifier et à articuler les noyaux de signification qui structurent le livre de la Genèse. Il faut quand même savoir que si quelqu'un comme René Lévy n'est pas à l'université, par exemple, c'est pour que ces gens-là puissent continuer de professer. C'est évident. C'est évident. J'ajouterais que si je ne suis pas non plus... Bon. Je dirais que c'est donc au sens de quelqu'un qui n'entendrait rien à l'hébreu et se réjouirait d'entendre les aboiements d'un chien. Deuxième exemple de l'analphabétisme de la critique, c'est Spinoza. Parce qu'il y a une autre énigme dans ce texte. C'est que le texte dit, donc, Caïn dit à Abel, et voici, ils étaient dans le champ, et Caïn s'est dressé, et il a tué Abel. Il l'a frappé. Donc la question c'est, Caïn dit à Abel, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors Spinoza, dans le traité théologico-politique, il explique, alors c'est un exemple de la défectuosité du texte. Ces gens-là prétendent qu'il est révélé, mais vous voyez bien, c'est un texte, il y a des trous, il manque des choses. Il manque, vous voyez bien, c'est défectueux. Et ça, c'est un exemple qui est repris dans les manuels de critique biblique, comme étant voilà, un texte de défectuosité. Mais en fait, tout le livre de la Genèse, on peut dire toute la Bible, elle est dans ce silence. C'est là que ça se passe. Donc, si vous voulez, ceux qui disent c'est une défectuosité, bah évidemment, après, ils n'ont plus qu'à s'en remettre aux caprices, de l'amour, etc. Puis même, Alberta, il dit clairement, les différentes explications savantes qui ont été proposées dans la littérature sont inadéquates. C'est inadéquat. C'est-à-dire, quiconque à l'université va lui dire non, il y a une explication, bah toi, tu as 0, tu dégages. Tu vas avoir ton master. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. C'est du reste pourquoi Thomas Romer est au Collège de France. Même si quand même j'ai vu dans un bouquin récent qui quand même il dit voilà le silence ce truc c'est que voilà il n'a pas repris le truc, il a dit quand même enfin bon bref. Donc les traductions là-dessus la Septante elle dit et Caïn dit à Abel son frère allons au champ. Effectivement ça paraît logique puisqu'il le tue au champ alors on se dit bah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit allons au champ, ça pourrait être une Jérôme donc le traducteur de la Vulgate dit aussi allons au champ. Et second également. Mais Jérôme, ce qui est intéressant chez Jérôme, c'est que son retour au grec, il consultait le Targum. Jérôme, contre la version de la Septante qui faisait autorité, il a cherché à revenir au grec. Et il maintient là-dessus. À l'hébreu. Et il suit le pseudo-Jonathan, qui dit aussi « allons dans le champ ». Alors, « allons dans le champ » de pseudo-Jonathan dans la tradition rabbinique, si on peut ici, est-ce que ça veut dire qu'on comble le vide? Est-ce que c'est dire qu'il faut entendre le silence? Rachi, il dit qu'il y a une dispute. Et le Midrash
Effectivement, en temps de ce silence, une relation polémique, elle se dispute sur le partage du monde, certains, sur la revendication du temple ou pour une femme. C'est les trois raisons, le monde, le temple, une femme. C'est ça la raison de la polémique fondamentale. Si t'es pas dans un de ces trois-là, t'es hors sujet. Mais, donc, il dit ce silence à son frère, c'est la scène fondamentale. Or, on le voit avec Ishmaël qui est Metzachek, Ésaü jaloux de Jacob, etc. Allons dans le champ. C'est la phrase, c'est la parole de Jonathan à David. Dans le livre de Shmuel, donc David, après avoir vaincu le Goliath, Philistin, etc., il a une aura auprès de lui. Et Shaoul, le roi, ça le rend dingue. Littéralement, ça le rend dingue. Donc il veut tuer David. Et Jonathan, le fils de Shaoul, il aime David et David aime Jonathan. Et donc la fameuse parole, la parole « allons dans le champ », c'est ce moment où Jonathan s'engage à protéger David pour ne pas que son père le tue. Jonathan étant censé être l'héritier de Shaoul. Et alors que David risque de prendre. Donc c'est vraiment la problématique, le moment où la relation humaine dans sa fraternité, dans son immanence fraternelle, surmonte la question du pouvoir. Et donc, Jonathan s'engage à protéger David pour que son père ne le tue pas. Et il doit retrouver David qui s'est enfui. Et David, donc, à ce moment-là, lui demande « Comment saurais-je si ton père est bien disposé pour moi ou s'il cherche à me nuire ?» Et Jonathan lui dit en Samuel, donc livre 1, chapitre 20, verset 11, « Allons dans le champ. » Allons dans le champ. Et c'est évidemment le champ dans lequel Caïn a tué Abel. C'est le tikkun. Parce que dans ce champ, Jonathan et David vont sceller une alliance. Et cet amour de Jonathan, entre Jonathan et David, c'est pas un caprice, ça ne relève pas du mystère ou de la division arbitraire, etc. C'est la fraternité qui déloge la barbarie et la folie qui se trouve au sommet de l'État. Alors, ça nous instruit aussi sur l'idée que Caïn est le premier-né. Caïn est le premier-né, il n'est pas agréé. Or, la question de la primogéniture, justement, elle traverse tout le texte. Comme à chaque fois, le premier-né ne va pas être l'appelé. Tout le long de la Genèse, ça court. Donc, il y a déjà une prémisse ici dans ce refus d'agréer Caïn qui remet en cause la primogéniture comme un concept, on peut dire, de pouvoir. Et donc, en ce sens, d'emblée, dans ce silence-là, ce qui est en jeu, c'est la civilisation au sens de ce qui véhicule la fraternité, c'est-à-dire la signification de ce que signifie être un Adam, par différence avec l'édifice de la royauté du côté d'Ésaü. Mais, question, il faut comprendre, c'est quel est puisque le cœur de ce qu'on cherche à analyser se trouve, enfin le commencement se trouve dans le rapport entre Caïn et Abel, cette histoire, c'est comment le texte nous montre le problème de Caïn. Parce que ce dont le Midrash va se saisir, parce que le Midrash dit que l'offrande de Caïn, elle n'était pas élaborée. Elle n'était pas attentionnée. Alors, si on présente les choses comme Abel le pasteur et Caïn le cultivateur, c'est vrai. Et ça évoque tout de suite la question des catégories fondamentales du néolithique, la domestication végétale, la domestication animale, etc. Mais le point, c'est que donc dans le texte, comment on nomme Caïn, on dit c'est Oved Adama. Oved Adama, celui qui travaille la terre. Oved, il travaille, Adama, la terre. Mais donc ce texte fait suite à ce qui précède. Or, ce qui précède, ces mots-là, ils ont une résonance. C'est que, au 2e chapitre de la Genèse, donc quand vient là, ce qu'on appelle le second récit de la création de l'homme, le texte a dit Adam ein la avod et Adama.
c'était avant la création, l'homme, il n'y a pas pour travailler la terre. Donc on retrouve cette notion de travailler la terre. Mais lorsque donc, Dieu place Adam dans le jardin, le texte dit clairement, il le place dans le jardin, les ovda ou les chomra. J'avais fait lors d'une récente intervention ici même à l'Institut, expliquer que il place dans le jardin pour le travailler et le garder. Et non, c'est pas c'est pour la travailler et la garder. Alors c'est un problème, le jardin c'est masculin et là c'est au féminin. Et donc ça renvoie à la Adama. C'est donc, et la Adama au sens que, au-delà du jardin, c'est la question de l'humanité qu'il faut cultiver, qu'il faut travailler, dont il faut réaliser les potentialités et qu'il faut préserver, dont il faut préserver une normativité. Mais donc, que si on a en tête clairement que l'humanité c'est les Ovda ou les Shomra. D'ailleurs, le Midrash sur les Shomra va entendre la question de Shmirat Shabbat, de rattacher l'entreprise de mise en forme à la question de la création et à la question du Shabbat. Donc, si on entend que l'humanité c'est les Ovda ou les Shomra, alors dans Cain, on dit Oved Adam. On voit que le problème de Cain, c'est qu'il n'y a pas de Shmira. Il n'y a pas la notion de garde. Il y a un travail sans garde. Et c'est, si vous comprenez que si tout le problème de Cain, c'est qu'il est Oved, mais sans Shmira, bah c'est ce que le texte, tout de suite après, va nous glisser dans l'oreille. Parce que quand Dieu va lui demander, il est où ton frère? Qu'est-ce qu'il répond? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Donc la Shmira, ça ne le concerne pas. Et cette Shmira, on voit qu'elle est justement en rapport avec la question de la fraternité. C'est-à-dire avec la question de la fraternité, ici, il faut bien entendre que Cain et Abel, il n'y a que deux êtres humains, si je puis dire. Donc la fraternité, ici, c'est la relation humaine, c'est la relation humaine. Donc ce silence de Cain, ce blanc du texte, c'est bien ça qui est c'est-à-dire que Cain, c'est la voda sans la shmira, c'est une civilisation qui n'abrite pas la forme humaine. D'où le symptôme, l'absence de parole, le mutisme. La civilisation, en ce sens-là, c'est une technologie du mutisme. Et une technologie de la violence. Alors Abel, en ce sens-là, ce serait le berger, pourrait dire, ce serait une forme de garde, mais sans avoda, sans concrétisation, d'où ce caractère évanescent de Abel. Dans son nom même, Evel, la buée, l'inconsistance. C'est-à-dire sans mise en forme. Sans non plus, donc sans la ville, sans l'écriture, sans le développement des formations culturelles, sans tout ça. Qui n'est pas non plus positif. Parce que le Midrash, la question de la dispute, on voit bien. Le Midrash va même insister en disant qu'au départ c'était Abel qui avait le dessus, c'est pour ça qu'on dit qu'il s'est levé, il s'est dressé, parce que c'était Abel qui avait le dessus au départ. Parce que la question c'est d'articuler la garde et la shmira. C'est d'articuler shmira et avoda. Alors en ce sens-là, malgré tout, on voit que l'offrande d'Abel n'est pas agréée, et celle de... Pardon, l'offrande d'Abel est agréée, mais pas celle de Cain. Alors il me semble que je l'interpréterai à cette lumière, c'est qu'il y aurait quand même, à choisir entre ces deux manques, il y aurait une préférence pour les peuples dits sauvages ou primitifs qui gardent, tandis que l'offrande de cette technologie de la violence, elle n'est pas agréée. Et c'est quoi cette technologie de la violence dont l'offrande de Cain n'est pas agréée? C'est une citation que je voudrais vous lire du journal de Christophe Colomb au sujet des sauvages qui découvrent dans l'île d'Haïti et qui vont massacrer en les exploitant, etc. Il écrit au roi, donc la reine d'Espagne, ou bien il écrit dans son journal. Il ne possède pas d'armes, mais c'est un journal qui va remettre, qui est son propos pour défendre justement auprès du royaume d'Espagne la colonisation de ce nouveau monde. Colomb écrit « Ils ne possèdent pas d'armes et ils vont tout nus. Ils n'ont aucune connaissance de l'art de la guerre. Et ils sont à ce point poltrons que 1000 d'entre eux n'oseraient pas attendre de pied ferme 3 de nos hommes. On voit donc qu'ils sont aptes pour qu'on les commande et qu'on les fasse travailler, semer et faire tout ce que l'on pourrait juger utile.
ils pourront faire des villes et s'habituer à s'habiller et à se comporter comme nous-mêmes. C'est ici le rapport de cette civilisation-là aux sauvages. Bon, je reviens à la Bible. Donc, on pourrait dire en ce sens-là que toute la question, c'est comment Jacob, Israël, doit se loger là où la parole de Caïn fait défaut. Parce que le mutisme de Caïn désigne par défaut le lieu de la parole, qui est donc la tente, et aussi le désert, le Midbar. Le désert où se donne la Torah. C'est le lieu où il n'y a pas d'activité de transformation du monde, pour dire que ce qui prime, c'est la relation humaine, la spéculation éthique, politique, métaphysique. Le désert, c'est le lieu de l'absence de civilisation, et qui est le lieu de la civilisation juive en ce sens-là, au sens où c'est la parole qui gouverne et qui soumet la technologie sociale. Et c'est aussi en ce sens, à mon sens, que si la première Mishnah du traité Shabbat concerne relation entre prendre et donner entre deux hommes, et ça ce qui préside ensuite à toute la question des Melachot, pour dire que ce qui est premier dans la mise en forme du monde, c'est ce rapport de la relation humaine. Donc la barbarie civilisationnelle, ce que montre le texte, c'est qu'elle s'origine donc dans le silence de Caïn, et qui est donc écrit dans le Oved Adama. Alors à partir de là, ce Oved Adama, une fois qu'on l'entend, la question qui va se poser au lecteur, c'est de repérer dans la Bible, dans le livre de la Genèse, un autre moment, un autre acte agricole. Et donc il y en a deux fondamentalement. Il y a celui de Noé, parce qu'il sort de l'arche et qu'il va planter une ville, et il y a un acte agricole rarement identifié, enfin peu connu, d'Abraham. Alors concernant Noé, le texte dit qu'il est Ish Adama, et quelqu'un c'est Oved Adama, et donc il plante une vigne, comme vous savez, il boit du vin, il s'enivre et se dévoile sous la tente. Donc ce Ish Adama est tourné vers le travail de l'humain, en quelque sorte, vigne, vin, tente, dévoilement, mais ce dévoilement signale un manquement. Alors René, dans un article paru dans les cahiers d'études lévinassiennes, le décrit comme saisi par l'ivresse de sa avoda, de sa puissance technologique. Ce qui, en ce sens-là, le situe quand même dans ce par quoi il reste encore rattaché à Caïn. Il s'enivre de sa puissance. Et se trouve nu au regard de l'essentiel dans sa tente. Cham, comme vous le savez, il voit la nudité, Herva, et il la raconte à ses frères. Alors sur cette nudité que raconte Cham à ses frères, à l'extérieur, c'est au fond comme s'il disait que le fondement est obscène. Alors sur ce fondement, c'est un peu l'évangile de Cham, de dire c'est ce qu'il vient de dire, le fondement est obscène. Alors ce fondement est obscène, j'ai quand même vous citez un texte de Richard Dawkins, qui est un biologiste, qui a écrit le fameux Le gène égoïste, mais qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce que l'évolution, où il reprend. Et au sujet d'un accident de la route qu'il y a eu avec des enfants décédés, un drame, quoi, comme tel le tremblement de terre dont on est témoin aujourd'hui, il montre les questions théologiques qui s'étaient posées. Pour les gens qui ne comprenaient pas comment c'est possible, une chose tellement horrible, injuste. Et donc lui, il écrit à ce sujet-là, si l'univers n'était fait que d'électrons et de gènes égoïstes, des tragédies aussi absurdes que c'est l'accident de ce bus, ou aujourd'hui le tremblement de terre, sont précisément ce à quoi l'on devrait s'attendre, de même qu'à des cadeaux absurdes du hasard. Un tel univers n'aurait ni mauvaise ni bonne intention, il ne manifesterait aucune intention d'aucune sorte. Dans un univers où les acteurs sont des forces physiques aveugles et la réplication génétique, certains vont souffrir, d'autres auront de la chance. Et il n'y aura ni rime ni raison à cela, ni aucune justice. L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a, à l'origine, ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que de l'indifférence aveugle et sans pitié. C'est sa vision. Et il me semble que c'est une manière d'illustrer, au fond, le propos de Cham qui vient dire, raconter l'extérieur, voilà, j'ai vu, le fondement est obscène. En revanche, donc, Shem et Yafet, eux,
ils vont aller donc à reculons vers l'intériorité de la tente, du fondement, du secret, mais le regard détourné de la nudité, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur. Cette vision de ceux qui vont vers l'intérieur, le regard tourné pour recouvrir la nudité, ils vont vers l'intérieur, mais le regard tourné vers l'extérieur, donc ils vont vers le fondement, mais le regard tourné vers l'extérieur, m'évoque par symétrie le mouvement des impressionnistes se libérant de la peinture académique et allant vers l'extérieur, étant en Monet, pour retrouver la lumière intérieure. Donc, bon, je vais passer directement à Abraham, Abraham plante un arbre. Juste avant c'est après le serment, l'alliance passée avec Avimelech et avant la question de la Akedat Yitzhak. Il plante un arbre, il plante un tamarin, échelle en hébreu. C'est l'acte agricole, le seul acte agricole des patriarches. Les patriarches, ils creusent des puits, ils érigent des autels. Yaakov, il a une technique de reproduction, d'élevage très, qui est un sujet en soi. Mais voilà, l'acte agricole, c'est Abraham qui plante un échelle, traduit par tamarin. Alors, tamarin, qu'est-ce que c'est ? Je vous dis quelque chose que j'ai trouvé sur le tamarin. L'intérêt du tamarin réside dans sa floraison abondante. Les nombreuses fleurs sont généralement de couleur rose, plus ou moins foncée. Petites, elles sont regroupées en grappes ressemblant à de longs épis lâches et retombants. Je trouvais ailleurs aussi, c'est un arbrisseau au port élégant, dont les feuilles sont toujours certes petites, isolées entières, le plus souvent en forme écaillée. Les fleurs sont blanches, rosées ou purpurines, groupées en grappes ou en épis. Il n'en existe pas moins de 7 espèces actuellement en Palestine. Et il y a diverses mentions de cet arbre dans l'Ancien Testament, disent-ils. Ces diverses mentions donnent à penser qu'il s'agit peut-être d'arbres sacrés. Il y a des questions, Abraham plante à Beersheba, donc à Tamarin, en invoquant le nom de l'Éternel, en Genèse 21-33. Shaoul se trouve à Gibéa sous un tamaris, quand on lui apprend que David et ses gens sont découverts. Et c'est sous le tamaris, voisin de Jabès, que sont ensevelis les corps de Shaoul et de ses fils. Et dans le texte parallèle en chronique, il s'agit non pas d'un tamaris, mais donc d'un térébinthe. En tout cas, la question, c'est qu'est-ce que c'est que cet arbre, ce tamarin que plante Abraham ? Il plante un tamarin, et là, il a invoqué le nom de l'Éternel, du tétragramme Adon Olam. Alors, Lévinas en parle dans le magnifique texte Gagarine et nous. Gagarine, c'est le soviétique qui a été le premier homme dans l'espace. Et il écrit, Lévinas, ô tamarin que planta Abraham à Beersheba, l'un des rares arbres individuels de la Bible et qui surgit dans sa fraîcheur et dans sa couleur pour charmer l'imagination au milieu de tant de pérégrinations, à travers tant de déserts. Mais attention, le Talmud redoute peut-être que nous nous laissions prendre à son chant sous le vent du midi et que nous n'y cherchions le sens de l'être. C'est un texte Gagarin qui est anti-heideggérien, qui s'oppose à cette espèce d'adulation de la nature, de détestation, de technophobie, etc. Donc, alors, le Talmud, il nous arrache à nos rêves. Tamarin est un sigle. Les 3 lettres qu'il faut pour écrire son nom en hébreu sont les initiales de nourriture, de boisson et de logis. 3 choses nécessaires à l'homme et que l'homme offre à l'homme. Tout de suite, retraduire le tamarin, le planté, dans sa dimension éthique. Alors, c'est pas le Talmud qui dit ça. C'est un midrash que rapporte Rashi. Et Minas, il est toujours juste, dans l'inspiration, et en même temps toujours assez imprécis. Mais bon, peu importe. Donc en tout cas, dans le Talmud, et dans le Talmud s'intéresse. Il y en a une question dans Sota 10, de ce tamarin que plante Abraham. Parce qu'évidemment, c'est pas innocent, si je puis dire. Donc comment on va interpréter ? Et donc il y a à ce sujet, je vais aller vite, il y a une marloquette, il y a une discussion contradictoire. Il y en a un qui dit le tamarin en question c'est un jardin, et l'autre il dit c'est une auberge.
Et effectivement, c'est-à-dire que, on a compris, c'est tout l'opposé de du Oved Adama de Cain. C'est la question, ce qui est fondamental, c'est la relation humaine. C'est d'accueillir la forme humaine. C'est ça l'acte civilisé. Le jardin, c'est une mise en forme qui accueille la forme humaine. C'est en écho du jardin de Genèse, si je veux. C'est le lieu où l'être humain peut être chez lui. C'est ça une civilisation. Une civilisation authentique, c'est le lieu où la Tsurat Adam est chez elle. Et l'auberge, dans la marloquette, l'autre position, l'auberge, c'est le lieu où le vagabond, le pauvre, mais fondamentalement l'homme qui est en chemin trouve refuge. Il trouve un gîte et un couvert. C'est ça. Donc l'acte de mise en forme du monde, c'est l'acte de mise en forme en vue d'accueillir la Tsurat Adam. Et donc il faut être dans la Shmira pour concevoir une mise en forme du monde qui accueille la Tsurat Adam. Donc je vais vite, mais juste parce que je veux pas... Mais juste quand même, le point sur le tamarin qui est extraordinaire, c'est que quand ce tamarin dont il est question en Genèse réapparaît dans le livre de Shmuel, c'est aussi sur la critique biblique qui voit ce texte-là comme des trucs mis en ordre n'importe comment, plus ou moins. Ce Échelle réapparaît dans Shmuel. C'est quoi, en deux mots, c'est Shaoul, il est sous le tamarin, la lance à la main, et il apprend que son fils Jonathan a scellé une alliance avec David. Il est à ce moment-là, lui, non pas dans la Abraham, c'est du côté de David et Jonathan, et lui, en quelque sorte, il est la lance à la main dans une lignée qui va de Caïn à Esav jusqu'au pouvoir, jusqu'à l'élection du pouvoir. Bon, mais il faudrait une étude complète pour reprendre sur ce point-là. Mais comme le temps passe et que je voudrais quand même avancer, je vais simplement conclure ce point-là en disant que donc dans Gagarine et nous, ce texte de Lévinas, il écrit que le mystère des choses est la source de toute cruauté à l'égard des hommes. Et dit au sujet de Gagarine, un homme existait dans l'absolu de l'espace homogène. C'est un texte dans lequel Lévinas s'en prend à la technophobie comme étant en fait suspecte d'idolâtrie. Ce rapport de retour à la nature, il est infiniment suspect à ses yeux. Et je dirais donc que si d'une part l'Occident s'origine dans une barbarie essentielle, l'absence de Shmira, d'un autre côté, la révolution scientifique et technologique dont l'Occident est le véhicule n'est pas barbare. Et c'est ça en tout cas le propos des Vinastres. C'est pas de là que vient le problème. Et sa conclusion, je vous lis sa conclusion, le judaïsme n'a pas sublimé les idoles, il a exigé leur destruction. Comme la technique, il a démystifié l'univers, il a désensorcelé la nature. Il heurte par son universalité abstraite imagination et passion, mais il a découvert l'homme dans la nudité de son visage. Donc c'est ce rapport entre démystification de l'univers et découverte de l'homme dans la nudité de son visage. Je vais maintenant prendre rapidement, c'est l'histoire de Joseph. C'est l'histoire de Joseph dans la Bible. Comme vous le savez, Joseph, il fait des rêves. Il rêve que y a des gerbes de blé, que lui c'est une gerbe de blé, que ses frères et sœurs sont des gerbes de blé. Il raconte ses rêves à ses frères. Nous étions en train de lier des gerbes dans le champ. Soudain, ils étaient en train de lier des gerbes dans le champ. Sa gerbe à lui s'est dressée et s'est tenue debout. Et les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle, à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi.
Et quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit: Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Donc, les rêves de Joseph semblent narcissiques, il se voit comme monarque dominant ses frères et même son père. Et là, verset 10, ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose. Shamar et Tadavar. Jacob a gardé la chose. Alors c'est quoi le sens de cette shmira de Jacob ici? Du père, ouais. Alors, vous savez, la suite, c'est que Jacob, père, donc, envoie Joseph s'enquérir du shalom de ses frères. Ils sont partis garder les troupeaux, faire paître les troupeaux du côté de Shrem. Joseph va à leur rencontre, va les chercher, et là il rencontre un homme qui lui dit: Que cherches-tu? Que répond Joseph? Il dit: Je cherche mes frères. Il arrive, il retrouve ses frères le voient de loin, et il dit: Ah, c'est le faiseur de Baal HaChalumot, c'est celui qui se prend pour le roi, qui va. À peine il est arrivé, il n'a pas le temps de leur parler, qu'il le balance dans le trou. Et puis il le vend en esclave. Joseph a ensuite vendu en Égypte, il monte, il est dans la maison de Potiphar, il grimpe les échelons, et puis la femme de Potiphar, la femme du maître, veut Joseph dans son lit, donc il s'enfuit, et il va être accusé faussement de viol, il va être mis en prison. Là, il interprète les rêves de deux serviteurs de Pharaon, le serviteur, celui qui sert le pain, celui qui sert le vin, et ça va s'avérer pertinent. Donc un est exécuté, l'autre est replacé à son poste, et puis intervient le rêve de Pharaon, le fameux rêve de Pharaon, qui voit sortir du Nil des vaches charnues, et puis ensuite maigres. Et donc Rachi qui explique au passage que oui, c'est pourquoi est-ce qu'elles sortent du Nil? Parce que c'est le Nil qui féconde l'Égypte. Et donc, on appelle Joseph, on le sort du trou pour parce qu'on a entendu qu'il sait interpréter, et que personne ne parvient à interpréter le rêve. Donc il sort, et il interprète. Et ce qu'il comprend, c'est que il va y avoir des années d'abondance et des années de famine. Et que donc, ce qu'il faut, c'est prélever l'impôt pour faire des réserves pour le temps de famine. Et donc on voit Joseph ici se loger dans la civilisation et dans la fonction étatique. Et la fonction étatique dans sa légitimité. La fonction étatique dans sa légitimité, c'est affranchir le collectif des aléas de la nature. C'est organiser la maîtrise technologique de la nature, ou la favoriser à tout le monde. En ce sens-là, peut aider à s'affranchir de ce que Bruno Pinchard appelait la dernière fois le carême généralisé, si je me souviens bien. Ça, c'est Joseph. Et alors, à ce sujet-là, je fais un passage sur le contemporain, c'est important pour de savoir de quoi on parle. Enfin, savoir de quoi on parle. Donner des exemples concrets. Parce que c'est une question d'actualité sur la question de la technologie, sur quelles sont les positions, sur la... Comme vous le savez, il y a une crise énergétique qui se profile. Le pétrole, le pic du pétrole, l'horizon de la fin du pétrole, ça se rapproche. Autre ça, il y a une dévastation écologique qui fait que le CO2 dégagé par les énergies fossiles menace les équilibres planétaires. On sait que le nucléaire, c'est une folie au regard des risques encourus en cas de catastrophe. C'est ce qui passait à Fukuyama, ceux qui s'intéressaient, Fukushima, pardon. Le Fukuyama, c'est une autre catastrophe nucléaire. Fukushima. Celui qui était Premier ministre à l'époque, je crois, il s'est converti à l'écologiste parce qu'il était au première ligne, tellement il a eu. Bon, c'est des déchets radioactifs qui sont pour des dizaines de millénaires. Et en même temps, ceux qui veulent revenir à la décroissance, au carême généralisé, sachant qu'on est 7 milliards, c'est trop tard. Bon. Alors, ce qui intéresse, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle
la fusion thermonucléaire. La fusion thermonucléaire, c'est quelque chose, les physiciens y travaillent depuis en fait, les années 40, et c'est clairement depuis une conférence en 58. En 2 mots, je l'explique, je ne suis pas du tout spécialisé ces questions, mais ce que je vais vous dire, c'est simple, si je l'ai compris, vous allez le comprendre aussi. C'est que la fission nucléaire, c'est donc libérer l'énergie par une fission nucléaire, donc des noyaux. Vous libérez. Seulement, cette énergie, elle est explosive, elle est extrêmement dangereuse, c'est le nucléaire. Non, il y a autre chose qui s'appelle la fusion. C'est que vous fusionnez, en fusionnant ces 2 nucléons, 2 atomes, vous libérez une quantité d'énergie astronomique. Pourquoi ? Parce que c'est le processus qui est au cœur des étoiles. Les étoiles, c'est comme ça que ça procède. Donc ce que vous gagnez, c'est que ça se fait avec en fait, des atomes, des isotopes de l'hydrogène qui se trouvent dans l'eau de mer. Donc vous avez besoin de l'eau de mer, vous avez besoin de pétrole, ni d'uranium, etc. Donc c'est partout. Que vous avez des potentialités d'énergie pour des dizaines de milliers d'années, qu'il n'y a pas de risque d'explosion, qu'il n'y a plus de guerre géopolitique comme occasionné le pétrole. Je vous renvoie à mon livre La trique, le pétrole et l'opium. Donc c'est un projet qui, au regard, évidemment, la difficulté, c'est qu'il faut quelque chose. Il y a un physicien qui a une formule extraordinaire, enfin, elle est peut-être répandue, il faut domestiquer les étoiles. C'est-à-dire qu'il faut parvenir à réaliser sur Terre ce qui se fait qu'à des échelles astronomiques qui sont des étoiles. Donc c'est ça le pari. Mais d'une certaine manière, ils arrivent déjà à le faire, puisque en fait, la différence entre la bombe A et la bombe H, c'est ça, c'est que la bombe H, c'est de l'énergie qui est de fusion, mais qui est donc explosive. Et c'est d'arriver à maîtriser ces techniques. Or, je vous raconte ça parce que quand même, il y a un programme, c'est sérieux, qui s'appelle ITER, qui est donc qui est donc ce problème-là de la fusion, de parvenir à réaliser une fusion thermonucléaire. Et il y a le 22 janvier 2023, donc il y a 3 semaines, il y a eu donc une déclaration conjointe franco-allemande où il dit « S'agissant du choix de développer à long terme l'énergie nucléaire de fusion en tant que nouvelle source d'énergie bas carbone, sûre et fiable, nous maintiendrons notre soutien scientifique, technologique et industriel au projet de réacteur thermonucléaire expérimental international ITER, qui se trouve être en France. » ITER, ça réunit 35 pays, donc l'Europe, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et la Russie. Ils se sont tous réunis. Parce qu'ils ont tous compris qu'effectivement c'est l'avenir. Et que ces États-là, d'un seul coup, ils se réunissent, et tous les scientifiques, et ils coopèrent. C'est l'internationalisme pacifique en vue de développer une potentialité technologique, écologique, et qui assure l'énergie pour tous. Alors si vous voulez, c'est ce qui vous réconcilie avec l'humanité, et avec les États. C'est la fonction de l'État dans sa légitimité. Mais c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que ça coûte cher, et que les scientifiques, ils disent, voilà, nous, techniquement, on pense que tant qu'on sait que c'est possible, on doit le faire. Mais ça coûte cher. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un budget de 5 milliards, et c'est d'emblée passé à 20 milliards. Alors, il y en a beaucoup qui rouspètent. Ils disent, ça va, c'est trop cher, il faut arrêter là, et tout ça. Stop, quoi. C'est un trou... C'est un panier percé, ça devait coûter 5 milliards, ça coûte 20 milliards, et jusqu'où ça va nous tirer, ça va nous conduire. Donc il y a un moment en Europe, etc., et comme discuter, est-ce qu'on donne l'argent là-dedans ou pas, etc., etc. 20 milliards. Alors, ITER, comme je vous ai dit, ça réunit donc les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, la Russie. C'est plus de la moitié de la population mondiale, c'est tous les pays réunis, 35, c'est 80% du PIB mondial. Et ils disent 20 milliards, les gens ils rouspètent, c'est trop cher. Alors, pour qu'on comprenne de quoi on parle, sur c'est quoi la barbarie, c'est que la Coupe du Monde au Qatar, ils ont dépensé, le Qatar, c'est 3 millions d'habitants, c'est 90% de population qui sont d'étrangères, qui n'ont aucun droit, qui sont des semi-esclaves, c'est 300 000 Qataris, ils ont dépensé 200 milliards pour faire leur Coupe du Monde. 200 milliards. 200 milliards. Le Qatar. Et évidemment, il n'y a pas un seul pays
c'est des pétromonarchies du Golfe, vous pensez qu'ils mettent 1 centime litre. Vous avez compris pourquoi. Ça, c'est la barbarie. Donc, si vous voulez, quand Houellebecq, il est hors sujet, mais total. Si tu veux parler de la barbarie, elle est là, la barbarie. Et ce n'est pas l'islam qui est en cause. Parce que dans l'histoire de l'islam, il y a les plus grands mathématiciens. Un algorithme, c'est le nom d'un mathématicien arabe. Donc la catastrophe de l'islam, c'est de revenir sur, je vous renvoie à mon livre, La trique, le pétrole et l'opium. Mais c'est ça la barbarie. C'est ça la barbarie. C'est la barbarie dans laquelle, de certaine manière, nous... Alors, tout ça, je reviens à la Bible. Pourquoi je reviens? Je suis passé fait ce détour, vous allez comprendre. C'est que... Donc, Joseph, une fois qu'il est devenu la tête de l'Égypte, une fois qu'il y a la famine, il ouvre les vannes, il nourrit le monde. Et il y a l'histoire avec ses frères qui arrivent chercher du vin, il se cache, etc. En fait, il va reconstituer la situation pour qu'il y ait le tikkun. C'est-à-dire que c'est ce moment où Yehuda, qu'il avait vendu, va dire « Je suis solidaire de Benjamin », qui est donc le frère de Joseph, également de Rachel, et il se solidarise, et il veut même se donner lui, il laisse Benjamin retourner voir son père, et moi que je sois l'esclave. Et là, Yehuda se révèle à ses frères, il dit aux Égyptiens de sortir, et il pleure. C'est la fraternité, c'est l'épanchement de la fraternité. Et il dit aux Égyptiens de sortir, et pourtant l'Égypte entend. Mais ensuite, évidemment, il y aura le nouveau roi qui, lui, n'a pas entendu, les pleurs de Joseph, qui n'a pas connu Joseph, et qui, lui, va organiser donc, l'oppression des Hébreux. Celui qui se souvient des pleurs de Joseph, évidemment, c'est Moïse qui va retrouver ses frères. Mais je reviens maintenant à ma question. Qu'est-ce que Jacob a gardé dans le rêve de Joseph? C'est quoi ce qu'il a gardé? Quand on dit et Jacob, il a gardé la chose. Shamar et Adonai. Qu'est-ce qu'il a gardé? Jacob, sachant que Jacob est lui-même un rêveur, puisque l'échelle reliant la terre au ciel, c'est le rêve de Jacob. Donc ce qu'il a gardé, c'est l'interprétation du rêve de Joseph. Il ne s'est pas précipité à l'interpréter comme étant un fantasme narcissique de pouvoir. Parce que, rétrospectivement, il me semble que ce que montre l'histoire de Joseph, c'est que ce n'est pas la domination de Joseph sur ses frères dont il a rêvé. C'est la manière dont l'homme domine la nature. Et ce rêve où les gerbes se prosternent devant lui, c'est donc la maîtrise de la capacité de nourrir, de l'abondance qu'il y a dans la nature. Et fantastique, c'est que les étoiles elles-mêmes se prosternent devant lui. Et ça, c'est le projet de la fusion thermonucléaire. C'est la domestication des étoiles. Évidemment, dans le texte, ce n'est pas forcément ce qu'il y a à l'esprit, mais c'est le rêve de Joseph. C'est une domination de la nature, une maîtrise technologique de la nature. Donc la nature se prosterne devant Joseph, et ses frères, si vous voulez, ils ne se prosternent pas devant un monarque, ils se prosternent devant celui qui maîtrise la nature et nourrit et dispense le pain et la prospérité matérielle. D'où la maîtrise technique sur la nature, non seulement n'est pas contradictoire avec la fraternité, mais elle est ce qui peut abriter la fraternité. C'est la leçon de l'histoire de Joseph au prisme de sa relation au rêve. Évidemment, c'est l'interprétation du rêve qui donne en dernière analyse la clé de la subsistance et non le pouvoir royal. C'est donc l'attente, en fait, où réside Jacob, qui donne la clé du monde extérieur, du monde créé, du monde, qui confère la maîtrise technique et non la chasse impérialiste d'Ésaü. D'où la participation des Juifs à la psychanalyse et au développement du savoir scientifique, à l'interprétation des rêves comme rationalisation de la nature ou démystification de la nature. Il y a cette formule extraordinaire quand même dans l'histoire, vous savez, quand les nazis ils ont chassé les Juifs, ils sont tous partis. Il y a un nazi qui est David Hilbert, qui était le grand mathématicien allemand, qui était à l'université, et il y a un nazi qui vient voir l'université où il était, à Göttingen, il me semble, où c'était et il vient voir, et il dit alors, comment se portent les mathématiques aujourd'hui, maintenant qu'on a viré les Juifs, comment se portent les mathématiques allemandes? Alors, Hilbert, il le regarde et il lui dit, mais il n'y a plus de mathématiques. Il n'y a plus de mathématiques. Donc, je vais conclure. Il y a une remarque de Daniel Franco
Il est où, Daniel? Derrière. Ah oui. Qui disait, je crois, à la suite de l'intervention de Bruno Pinchard, il parlait de la question des formalismes. Il y a une nécessité plutôt de formalisme rationaliste, plutôt qu'un recours à la mythologie. Alors, en ce sens-là, je conclurai en disant, en citant Lévinas et en modifiant un peu, ce serait l'idée d'admettre l'action de la littérature et des mathématiques sur les hommes. C'est peut-être l'ultime sagesse de l'Occident où le peuple de la Bible se reconnaîtra. Voilà, je vais terminer là-dessus.